L'annonce d'une maladie, c'est très percutant, c'est très bouleversant. J'ai été diagnostiquée de sclérose en plaques. On me donnait des traitements de chimio à toutes les semaines. Même quand on est très très malade, les processus de guérison vivants continuent à exister. T'attends l'épicerie, c'est pas grave, t'es en vie. J'ai toute la vie, mais je sais pas comment de temps il me reste. Il y a la maladie d'un côté, mais il y a moi aussi qui est encore vivante à travers tout ça. Et comment je reste vivant à travers de telles annonces? La plupart du temps, la nouvelle d'une maladie nous abat. Une catastrophe vient d'éclater dans notre vie. Pourtant, cette maladie apporte un message de profondeur, un message que nous pouvons écouter ou non. Dans cet atelier, nous recevons des personnes qui sont à l'écoute de la maladie et dont plusieurs peuvent déjà affirmer « La maladie a transformé ma vie ». Bonjour Jean-Charles Crombé, je suis très heureux de vous recevoir. Et je voulais savoir, dans un premier temps, vous êtes un psychiatre, un psychanalyste, vous travaillez en hôpital, à l'hôpital Notre-Dame. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette question-là des processus de guérison, en fait? Je rencontrais des personnes qui avaient des maladies ou des problèmes. Je me suis intéressé à une autre partie, à un autre versant. Quel était donc le vécu, la souffrance que vivaient ces personnes qui avaient donc ces maladies ou ces problèmes. Le fait que ce soit moins visible risquait de m'amener comme intervenant à ne pas l'entendre, ne pas le comprendre, et au bout du compte, à ne pas agir là-dessus. Parce qu'il faut dire qu'on a une médecine très, très puissante, mais qui prend la personne en charge, mais où souvent la personne risque de disparaître. C'est un peu une des choses que vous développez dans vos livres. Et le risque, c'est de prendre en charge non seulement cette maladie ou ce problème, ce qui est demandé par la personne, mais aussi de prendre en charge la personne. Et paradoxalement, à ce moment-là, malgré cette bonne volonté que l'on peut avoir, on l'empêche de pouvoir redevenir en pouvoir d'elle-même. J'ai 57 ans et j'ai de l'arthrite rhumatoïde que l'on dit sévère depuis 17 ans. Après plusieurs tests, en août 2001, j'apprends que je suis atteinte d'une maladie du foie. On me dit, « Madame, vous avez 5 à 15 ans à vivre » et j'avais 40 ans à ce moment-là. Je suis atteinte de fibromyalgie depuis 6 ans et je dois constamment me réajuster avec cette maladie. Souvent, on envisage que c'est de la santé tant qu'il n'y a pas de maladie, et quand on a une maladie, on n'est plus en santé. C'est une vision un peu linéaire, oui. Où on est l'un ou l'autre. C'est ça, on est en santé ou on est malade. Avec la conséquence suivante qui est extrêmement gênante, c'est que quand on est en maladie, tout va mal, et quand on est en santé, tout va bien. Ce qui est faux des deux côtés. Quand on est en santé, tout va pas bien. Quand on est en santé, il y a un tas de choses qui se passent en nous qui sont en fait des déséquilibres constants et qui sont, grâce à une grande intelligence corporelle, qui sont constamment recorrigées. Donc on n'est pas autant en santé qu'on pourrait le croire. Et quand on devient malade, quand on a une maladie, on n'est pas non plus aussi malade qu'on pourrait le croire. Même quand on est très très malade, les processus de guérison vivants continuent à exister. Dès l'instant où vous faites des choses vivantes, ça va les accentuer. Et donc tout est ouvert. Ça peut être de manger bien, de faire du sport, donc de l'activité physique, on va dire, d'accentuer ça. Ça peut être probablement des tas d'activités intellectuelles qui font plaisir, des pas, des ouvertures dans des domaines spirituels. Tout ce qu'on va faire en termes de plaisir, en termes de bien-être, en termes de respect de soi-même, de respect de nos propres rythmes, de nos propres limites, mais de nos propres capacités, les deux. Tout ce qu'on fait, à ce moment-là, vous accentuez vos processus de guérison globaux. Aussi simple, mais aussi précis que ça. Lequel processus? Dans quel sens? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est neurologique? Est-ce que c'est la coordination des hémisphères cérébraux? Tout ça en même temps. Quoi précisément? Nous n'en savons rien, mais chaque fois qu'on va faire une étude sur un morceau de cette dynamique-là, on va trouver de toute façon des changements. Autrement dit, c'est-à-dire que tout ce qui nous donne le goût de vivre accentue vraiment la vie qu'on a en nous. Tout à fait, et de façon très physiologique. Donc les portes d'entrée sont extrêmement simples pour des processus extrêmement complexes. Il vaut mieux être simple, et le point de repère, c'est le bien-être.
Même si j'arrive par moments à bien vivre avec cette maladie, il y a par contre d'autres moments où je n'accepte pas le fait d'être diminuée dans mes capacités ainsi que de vivre continuellement avec la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. Mon estime de moi est fragile et remise en question couramment. On est souvent isolé par cette maladie sournoise et invisible. On se fait exclure malgré nous du côté social, famille et amis. Donc, les processus de guérison, ça existe chez tout le monde. C'est gratuit. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites c'est global? C'est global. On rentre par une porte, mais ça agit sur toutes les autres sphères en même temps. Tout à fait. On est certain que ça agit sur toutes les sphères. On est certain. Mais ça ne veut pas dire en même temps qu'on peut se guérir de n'importe quoi. Autant les traitements tentent d'agir directement sur les maladies, autant l'action qu'on va avoir, nous, personnellement, ce n'est pas sur la maladie. Ce sont sur les processus de guérison, pour les accentuer. Et ce sont ces processus qu'on accentue qui vont avoir une action sur la maladie. Oui. Et on ne peut jamais savoir le résultat. C'est-à-dire dans le sens où des maladies qui sont considérées comme extrêmement graves, toute la documentation qu'on a montre que ces maladies-là peuvent très très bien disparaître chez certaines personnes à un certain moment donné. Hein? Donc, il n'y a rien qui est à 100%. Il n'y a rien qui est écrit d'avance complètement. Jamais. Et d'autre part, dans ce domaine-là, la guérison, entre guillemets, est une définition complètement différente de celle de la médecine. En médecine, une guérison, c'est la disparition de la maladie. Mmh. Dans ce domaine-là, la guérison, c'est pas ça. La guérison, c'est déjà quand les processus augmentant, la maladie se ralentit. Mmh. C'est déjà une guérison. Elle n'est pas disparue, mais elle ne bouge plus. Donc on est en équilibre. Oui. Quand on considère que la santé, c'est un équilibre, dès l'instant où vous avez retrouvé l'équilibre, vous êtes déjà dans le processus de guérison. Et puis, éventuellement, ces processus vont être tels que la maladie elle-même va diminuer. Maintenant, ma famille et mon chum sont devenus prioritaires. Et je vis un jour à la fois comme si c'était le dernier. Ce qui est le plus encourageant lors de ces moments pénibles, c'est de voir des gens qui, malgré la maladie, ont le moral et la joie de vivre. Ce que la maladie m'a apporté jusqu'à maintenant est de connaître la force en moi, de foncer et d'être positive. Je désire approfondir mes connaissances sur les mécanismes de guérison et comment les mettre en action dans mon corps. Et même si je dois me battre contre ma maladie, à quelque part, elle m'a redonné un autre sens de la vie. Ça veut dire qu'au niveau psychologique, à toutes les fois que la personne est en train de réémerger, c'est-à-dire qu'elle passe de « je suis la maladie » à « j'ai une maladie », et ce n'est qu'une partie de moi-même et ça ne me définit pas du tout entièrement, c'est de la santé qui est là. C'est ça qu'on peut dire? Tout à fait. Tout à fait. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « j'ai une maladie, on m'a donné tel pronostic ». Je leur dis « OK, vous, quel pronostic vous donnez ?» Et la personne, les yeux s'ouvrent, comme dans les dessins animés, et dit « comment ça, quel pronostic ?» On m'a dit que c'était tant de temps. Et ouais, d'accord, vous avez tant de temps, mais vous? Donc la personne, à ce premier stade, ne s'autorise nullement à pouvoir penser par elle-même. C'est forcément le pronostic de quelqu'un d'autre, du médecin, qui est fondé sur une statistique, qui est fondé sur des choses tout à fait collectives, qui n'ont aucune valeur individuelle. La statistique, c'est dans le passé pour plusieurs personnes. Ouais. C'est jamais dans le présent pour une personne. Ouais. Hein? À partir de là, la personne se retrouve une personne qui a son propre pronostic et avec lequel, éventuellement, on va pouvoir travailler. Oui, tout à fait. Mais il faut d'abord passer au niveau personnel pour pouvoir faire quelque chose. Alors, je pense qu'on va aller rencontrer nos participants avec cette chose-là et commencer à travailler avec nos outils. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette émission sur comment la maladie transforme notre vie, de toutes sortes de façons, hein, parce qu'une maladie, ou l'annonce d'une maladie, c'est très percutant. C'est très bouleversant. Et par la suite, il faut négocier avec la chose. C'est précisément avec ça qu'on va travailler aujourd'hui, à savoir, il y a la maladie d'un côté, mais il y a moi aussi qui est encore vivante à travers tout ça. Et comment je reste vivant à travers de telles annonces qui sont souvent extrêmement percutantes et bouleversantes et qui nous renversent souvent, et même renversent notre propre processus d'identité de qui on croyait être. La maladie nous défait, elle nous transforme. En dernière analyse, c'est sa raison d'être. Mais que transforme-t-elle? Bien souvent, elle s'attaque à la partie de nous à laquelle nous nous identifions et qui fait en sorte que nous perdons de vue nos autres potentiels. Jean-Charles Crombé,
a créé la méthode ECHO qui permet de créer un état de disponibilité en soi, où nous pouvons dialoguer avec la maladie et participer à notre propre guérison. Alors, Jean-Charles Crombé est un psychiatre qui travaille à Notre-Dame, au département de psychiatrie, mais aussi au département de médecine familiale et aussi aux soins palliatifs. Il a aussi beaucoup travaillé, il travaille toujours, je pense, en région éloignée. Et bizarrement, beaucoup des idées que Jean-Charles a développées, il les a développées à partir des régions éloignées pour, par exemple, en voulant aider des infirmières psychiatriques à dire, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec un patient à l'urgence sans avoir toutes les compétences qu'un psychiatre ou un psychanalyste a. Et donc, ça l'a amené à créer, je ne pense pas me tromper en disant ça, ça l'a amené à créer la méthode ECHO. C'est quoi, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ECHO, Jean-Charles? ECHO, d'une part, c'est un mot en tant que tel, c'est-à-dire quelque chose qui va faire des dynamiques dans le corps, dans nous, en fait. Et ECHO, c'est aussi un acronyme, donc, avec les 4 lettres. La première, E, référent à espace. La deuxième, référent à communication, courant. La troisième, référent à harmonie, H, les interactions. Et la quatrième, référent à œuvre, c'est-à-dire à création. Création à partir de ce qui manque. Donc, merci beaucoup, on va entrer ensemble dans l'œuvre de création de soi que Jean-Charles nous propose à partir des éléments qui percutent nos vies. Et ma première question qui s'adresse à vous, c'est comment d'abord vous avez été interpellé à venir participer à cette émission qui sont sur les processus de transformation que la maladie amène chez nous et que la guérison apporte aussi. C'est ouvert. J'ai été diagnostiquée avec une maladie qui était incurable et qu'on me disait, il te reste 5 à 15 ans à vivre. C'est une maladie du foie, une auto-immune qui s'appelle cholangite sclérosante. Il y a eu beaucoup de deuil parce que, veux pas, le corps commence à se dégrader. Et je suis rendue aujourd'hui dans une situation d'impasse parce que j'ai plus cette énergie-là de chercher, de combattre. La seule affaire qui me restera à faire, c'est d'arrêter de travailler. Et ça, c'est difficile. Vous posez tout de suite le point sur qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien à faire. Et comment on vit quand il n'y a plus rien à faire. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se faire à ce moment-là. Encore. Et encore, c'est un mot de trop, qui peut se faire. Le problème, c'est que c'est vécu comme une dépression. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais ce que je dirais, pour ouvrir quelque chose de très important, c'est pas nécessaire d'être déprimé quand on est là. Mais tout le travail, c'est comment être là sans être déprimé. Est-ce qu'il y en a qui se sentent particulièrement interpellés par ce que Nathalie dit, oui? Moi, ça fait 1 an que j'ai été diagnostiquée de sclérose en plaques. Oui. Puis, j'ai eu plusieurs traitements. Ça n'a pas fonctionné. Je suis rendue au traitement de chimio. Mais je perds pas courage parce que je me dis que j'ai été obligée d'arrêter de travailler. Ça a été un deuil très, très dur parce que j'étais supposée avoir une promotion. Je devais être directrice de la compagnie où je travaille. Puis, 2 semaines après, j'ai été diagnostiquée que j'avais de la sclérose en plaques, donc j'ai su que j'allais pas avoir la promotion. Ça, j'ai trouvé ça très, très dur à apprendre. Mais je l'ai pris autrement. Comment vous l'avez pris? Je me suis impliquée dans l'association de sclérose en plaques. Je suis allée chercher des expériences de vie. J'ai grandi beaucoup là-dedans. C'est maintenant, au lieu de travailler, je vais m'occuper des personnes comme moi. Il y a beaucoup d'émotions. Quand vous parlez, je sens beaucoup d'émotions. Oui. Mais moi, ça s'est déclaré suite au décès de mon père. Suite au décès de votre père? Oui. Longtemps après ou tout de suite? Ou sur le coup? 6 mois après. Je suis très touché. D'abord, je trouve que ce sont des événements qui viennent casser quelque chose. Puis on a mis des années à structurer des choses, à acquérir des compétences, etc. Enfin, Et donc on a mis du temps à mettre toute cette armature en place, je dirais. Puis tout d'un coup, un événement vient casser cette armature. Donc on perd d'une part la protection.
D'autre part, on perd aussi tout le travail qu'on a fait auparavant pour en arriver là. C'est pas seulement la perte de quelque chose de maintenant, c'est la perte de tous les efforts qu'on a fait pour y arriver. C'est d'abord, en reconnaissant ce qui s'est passé, en reconnaissant tel quel, avec la dureté, avec tout ce que je viens de dire. J'ai mis des mots en plus pour dire, c'est pas n'importe quoi, c'est dur, c'est très très dur. Hein. Mais là encore, à partir de ce moment-là, de pouvoir là en faire quelque chose, c'est pas évident pour aucun d'entre nous. Non. Hein. Aucun d'entre nous. Quand je suis sortie de là, j'en ai eu pour 3 jours à me remettre. J'ai eu beaucoup d'émotions. Les deuils, mon père, mon emploi, ça, c'était des gros deuils. Ça, là, je pensais que pour moi, c'était réglé, que c'était une chose qu'on tourne la page, mais non, c'était pas réglé. Puis là, en tout cas, plus ça va, plus l'étape se fait, là, le processus se fait. Avant, je mettais une cassette de mon père, je n'étais pas capable de l'en garder, mais cette semaine, je l'ai gardé, puis j'ai pas eu de larmes. J'étais contente de le voir, puis je l'ai vu différemment. Ça m'a apporté ça aussi. Je suis en rémission depuis 6 mois pour un cancer du sein. Quand j'ai basculé, c'était l'automne passé, en 2005, quand on m'a appris que j'avais justement un cancer stade 4, parce qu'après, c'est stade 5 et c'est fini. Puis, ma tête a gelé pendant 3 heures. Je savais plus quoi penser. Alors, c'est ça, on me donnait des traitements de chimio à toutes les semaines. Puis, rendu au mois de février, je me suis aperçue que les traitements de chimio, j'avais aucun effet secondaire. J'ai dit, intéressant. Alors, je peux reprendre mes activités. Puis, je me suis joint à un groupe de femmes, des survivantes du cancer du sein, qui font partie de Bateau Dragon à Montréal. On fait des compétitions. Alors, c'est là que je suis allée chercher mon énergie. C'est comme j'ai mis la maladie de côté, puis pour moi, la vie continue, puis je vais me ressourcer avec ces gens-là. J'en suis grandie aujourd'hui avec ça. Qu'est-ce qui est venu réveiller en vous? Qu'est-ce que ça vous a appris? Bien, ça m'a appris des choses que je connaissais pas de ma personne, de la profondeur, de ma force mentale. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'aurais jamais osé faire, surtout avec un groupe de femmes de 43 personnes. C'était toute une aventure pour moi. Mais quelle belle aventure, par exemple. Quand on a une maladie, on risque d'être en mal-être et d'être complètement paralysé par la maladie. Oui. Et identifier la maladie. Oui. L'important dans ce genre de travail intérieur, ça n'est pas de s'occuper de la maladie. Non. C'est de s'occuper de son bien-être. Et voilà. Et éventuellement, à ce moment-là, ça va avoir un effet sur la maladie. Oh, officiel. Moi, je suis 150% d'accord. Et moi, j'ai la maladie de la polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 16 ans. Mais depuis 5 ans, je dirais que la maladie s'est vraiment installée dans mon corps. C'est chronique, vraiment invalidant. Et je perds des capacités, je le vois bien là chaque année. Je travaille à temps plein. Je suis professeure à la maternelle et en passant, j'aime beaucoup mon travail. Je crois que ça me donne une certaine joie de vivre. Mais c'est quand même, ça reste... ça prend beaucoup de mon énergie. Des fois, j'ai l'impression que je travaille et que je me repose, et que je travaille et que je me repose. Le repos fonctionne? Ça m'aide à me ressourcer pour reprendre une autre journée ou avoir un peu plus de courage, je dirais, avoir le courage de continuer. Okay. Vous vous sentez correct? Correct, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne sentez pas coupable, vous ne sentez pas mal? Non, j'ai mal. besoin du repos. Je ne peux pas faire autrement. Non, j'ai vraiment besoin. Ça me fait du bien, le repos. Ça vous fait du bien? Oui, je le prends, je l'accepte. Et vous êtes heureuse quand vous le faites? Ah oui, je l'accepte, oui. Ce que je veux dire, en posant mes questions, c'est que dans le travail intérieur, l'effort, ce n'est pas la bonne solution. Il faut laisser une chance à tout ce qui se passe en nous. C'est pour ça que j'ai insisté sur le repos. Je n'accepte pas ma maladie, moi. Et puis la médication que je dois prendre, ça me rappelle toujours que je suis malade. Ouais. J'ai une médication incroyable pour arriver à fonctionner un peu mieux. Ne pas accepter la maladie, on est parfaitement d'accord. Et j'insisterai sur le fait qu'il n'y a pas de raison d'accepter une maladie. C'est très différent de ne pas accepter la maladie, ce qui est clair, et de ne pas accepter le repos qu'elle nous oblige à faire. Et chaque fois que vous le faites, vous ensemencez pour les jours suivants. Vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes en train de le gagner, si je peux dire. Vous augmentez votre
votre compte en banque de temps. Mais le problème qu'on a, c'est que ça fonctionne à l'insu de notre bonne volonté. Alors on se dit, il faut que je remette au travail parce que ça pas. Il faut que je me force un peu parce que quand même, ça n'a pas d'allure, ça fait 3 heures que je dors, ça n'a pas d'allure. Faut que je me raisonne. Hein. Il y a un peu de l'éloge de l'école buissonnière là-dedans. Hein. Puisqu'on parlait de maternelle, d'accord? J'ai réfléchi effectivement là, à l'ensemble de ma situation, ma maladie, les douleurs que je pouvais avoir, ma détresse psychologique. Et puis, je me suis dit que peut-être en quelque part, je pouvais être maître de ma situation. Peut-être en quelque part en moi, y avait-il une clé pour qui ouvre une porte et puis qui va peut-être faire émerger en moi justement le processus de guérison. Quelque part, j'étais maître de ma situation. J'ai eu un cancer du sein. Et c'est drôle, hein, mais moi, quand je dis aux gens, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, les gens sont... Oui. Ben, elle n'est pas correcte, mais oui. Puis c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Parce que cette maladie-là m'a fait comprendre d'autres choses que j'aurais pas compris si j'aurais pas été malade. Comment vous étiez avant votre maladie? Speedy Gonzalez. Ah oui? Tu sais, c'était travail, maison, travail, maison. Puis c'était focusé constamment là-dessus. Puis c'était... j'étais pas patiente, fallait que je performe, fallait tout le temps, tu sais, tu vas à l'épicerie, t'attends, tu critiques. Vous étiez toujours en danger de surmenage constant. Tout le temps. Puis là, paf, ça tombe, ça, puis oh. Là, aujourd'hui, c'est... T'attends à l'épicerie, c'est pas grave, t'es en vie. C'est une injection de temps présent, vivre au temps présent, dans la jouissance du moment présent, c'est ça? Dans la conscience qu'on existe. Oui. Je faisais beaucoup de visualisation. Quand j'ai appris que j'étais malade, je visualisais beaucoup au niveau de mon sein, dans le sens que le soir, quand je me couchais, je me répétais des phrases positives, que j'étais de plus en plus en santé. Je le voyais comme un océan, la mer bleue, le ciel, le soleil. Je visualisais l'intérieur de mon sein en beauté, en réalité. Fait que c'est comme si ça éliminait tout ce qui était la maladie. Fait que moi, je le visualisais comme ça. Puis je suis sûre, au niveau du diagnostic, ça a complètement changé. J'ai augmenté 25 % mes chances de survie à rapport au premier diagnostic. Fait que je me dis, oui, d'être ta façon de penser, ta façon de voir les choses, ma visualisation, je suis sûre que c'est ça qui a apporté. Oui. Ça a du bon sens, ce qu'elle raconte, Linda, Jean-Charles? C'est chouette. C'est chouette parce que c'est une invention que Linda a faite elle-même. Oui. Hein? C'est votre invention. Oui. Hein? J'ai senti, quand vous l'avez faite, que vous n'avez pas suivi un livre. C'est pas une recette qu'elle a appris par cœur, mais c'est donc quelque chose qui venait d'elle-même, et donc il y a de la valeur pour elle-même. Oui, je comprends. Qui rejoint son rythme. Qui n'est absolument pas reproductible pour d'autres personnes. Pas exactement reproductible, c'est ça que je veux dire, hein, mais qui a une intelligence par rapport à soi-même. Et comme diraient les orientaux, c'est juste. La maladie est vécue différemment par chaque personne. Elle nous parle à nous, individuellement, et le processus que nous suivons pour rétablir en nous l'harmonie est également différent pour chacun. C'est ce dont témoignent nos participants à travers leurs histoires. Un point commun, cependant, on dirait que c'est le même élan de vie qui pousse chacun à chercher le sens de ce qui lui arrive. J'ai la sclérose en plaques. J'ai eu le verdict il y a 2 ans. Et moi, ce que je peux dire, c'est que j'avais pas besoin d'avoir la maladie pour savoir qui j'étais. Côté positif qui m'est arrivé avec ça, il n'y en a pas. J'ai perdu mon conjoint les 15 dernières années, il m'a laissé tomber. J'ai dû quitter mon emploi. J'ai dû prendre de l'assistance sociale. Donc, ce qui m'a amené à faire faillite personnelle. Par contre, j'ai un nouveau mari bien merveilleux. C'est le côté positif de la chose parce que lui m'a connue avec la maladie. Par contre, j'ai l'impression d'être un fardeau pour lui. Et des fois, je m'en veux d'avoir accepté de vivre ma vie avec lui. Et vous avez des difficultés à faire le deuil de qui vous étiez avant, dans le fond? Faire un deuil, pour moi, c'est mourir, dans le fond. Mais je peux pas faire mourir mon ancienne vie. Ça fait 36 ans que je travaille pour cette vie-là. Pour moi, c'est de créer un personnage, de faire semblant que tout va bien puis tout ça.
C'est totalement... C'est pas moi, ça. C'est plus moi, puis je serai jamais plus moi. Je suis obligée de devenir quelqu'un d'autre. Ouais. Le problème, c'est qu'on change tout le temps. Et qu'on change pour acquérir des choses, mais aussi on change aussi pour perdre des choses. Peut-être on dit qu'à certains âges, c'est normal, entre guillemets. C'est peut-être normal à certains âges, mais c'est tout aussi souffrant, quel que soit l'âge. Donc cette question de perte d'habilité, de perte de capacité, elle est en fait le problème de tout notre parcours. Et la question, c'est donc comment on fait pour vivre pleinement, je vais faire exprès le paradoxe, exprès bien sûr, comment on fait pour vivre pleinement alors qu'on a perdu un morceau. C'est une des choses qui m'a frappé tout d'un coup quand vous parliez, parce que ce que vous dites, c'est tellement profond, c'est tellement humain que c'est beaucoup plus large que l'événement dans lequel ça arrive, et ça nous amène, nous tous, à travailler ce genre de choses. Je suis pas complètement envahie parce que je fais quand même des choses puis j'ai des projets. Si ce serait le cas, j'aurais pas de projet. Justement, les projets, c'est de vouloir aider les personnes comme moi. Mais avant ça, il faut peut-être que j'essaie de m'en sortir, là, un peu plus que ça, mais c'est mon but. J'ai eu un diagnostic de tumeur au cerveau. J'ai été opérée en 99. On a enlevé la tumeur au complet. Ça devait être beau, sauf que, étant de forme kystiale, il a resté un petit bout, quelque chose à l'intérieur du cerveau, puis qui a dormi là jusque l'année passée, le 1er avril, qu'on m'a annoncé un cancer du cerveau. J'ai fait 30 traitements de radiothérapie, puis au moment de mon premier traitement, j'ai fait un peu comme elle. Quand ils ont parti la radiothérapie, j'ai senti quelque chose qui décrochait dans ma tête. Fait que je me suis dit, ça le détruit. Fait que pendant tout le traitement, j'avalais. Je me dépêchais, je me disais, je vais l'avaler, puis je vais l'évacuer. Fait que tous les traitements, pendant les 30 traitements, j'ai avalé à chaque fois que ça partait. Puis je me suis dit, je n'aurais plus. Puis là, quand on me dit que j'avais ça, j'ai dit, je lâche mon emploi, je lâche tout. Puis là, je pense à moi. Fait que ma priorité, c'est moi. Moi, puis encore moi. J'ai décroché de tout. Puis le matin, je me lève, je pars, je vais déjeuner au restaurant, je me fais des amis partout, j'ai du plaisir. Puis ça vaut la peine de laisser son emploi. Aïe, 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 aïe. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt, c'est ça. Je t'inviterai au restaurant. Il y a à peu près 12 ans d'espérance de vie après avoir ouvert le cerveau. Fait que j'ai dit, depuis 99, fait que j'ai 7 ans. Il m'en reste juste 5. Fait que je les vis. Si je me dis que si c'est 5, ce sera 5, puis si c'est 20, ce sera 20. Ce qui est assez désastreux, si on pense qu'on va mourir, c'est qu'on risque de ne pas vivre pendant qu'on est en train de vivre. C'est ça. Donc, juste un nouvel ordre, on vit. Oui. La mort, elle va être à un moment donné. Non, avant, j'étais toujours pressée. Mais là, je suis plus pressée parce que j'ai toute la vie, mais je sais pas comment de temps il me reste. Tout à fait. Fait qu'on attend. Mais je suis pas pressée. Je vais vous amener tout de suite là où aucun travail extérieur n'est plus possible, et il n'y a plus que le travail intérieur qui est possible. Donc on va travailler sur le pire. Ensuite, comme heureusement t'entends c'est pas tout à fait pire, vous pourrez l'utiliser même si ça va bien. La seule chose sur laquelle on peut travailler intérieurement, c'est sur ce qui se passe en nous. C'est sur notre réalité intérieure. Donc c'est pas sur la réalité extérieure. C'est pas sur la maladie telle qu'elle existe sur la radio. C'est pas sur la perte qu'on vient de subir telle qu'on vient de nous l'annoncer. La seule chose qu'on peut changer,
quand on ne peut plus changer l'extérieur, c'est l'intérieur. Et ce n'est pas une défaite, c'est une richesse. Le seul lieu où on peut changer des choses, c'est le moment présent. Il est évident que le moment présent contient tout le passé et qui contient tout le futur. Donc en travaillant sur le présent, on travaille sur le passé et sur le futur. Ça veut dire que dans ce travail intérieur dans le moment présent, la volonté, ça ne marche pas. L'effort, ça ne marche pas. La logique, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors j'ai élaboré quelque chose des années. Ça dure à peu près 30 ans. Je me suis retourné un jour et j'ai regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait découvert tout ce que j'avais découvert depuis bien longtemps et qui le faisait depuis un temps immémorial. C'était un enfant qui jouait dans un carré de sable. Les enfants ne savent pas ce qu'ils font, mais ils font une chose extrêmement importante, qui est la manière de travailler avec des choses qui nous dépassent, avec des choses qui nous traversent, avec des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est le jeu. C'est tout simple, sauf pour le mental. Parce que le mental veut savoir où on va, d'où ça vient, pourquoi on y va, avec quoi on y va, etc. Et dans le jeu, on s'en fout éperdument de tout cela. Parce que tant qu'on essaie de savoir tout cela, on reste en fait au niveau d'une certaine logique qui nous empêche de faire fonctionner des processus extrêmement intelligents. Donc, nous allons créer un terrain de jeu, un joueur, des jouets et des jeux. Le docteur Crombé affectionne l'image du carré de sable parce que l'enfant est tout entier à ce qu'il fait sans attendre de résultat. Il exprime ainsi sans fausse honte les souffrances de sa vie et les intègre à son jeu créateur. La méthode éco ressemble à cela. Il s'agit d'introduire des objets dans notre carré de sable intérieur. Ces objets nous symbolisent ou symbolisent nos souffrances. L'idée consiste à permettre leur évolution et leur transformation afin de défaire les fixations intérieures qui sont cause de nos problèmes. Vous avez donc votre carré de sable, vous comme joueur, les jouets qui sont tout ce qui se passe en vous, et le premier outil de jeu, c'est que quand vous êtes présent à quelque chose, vous pouvez laisser cette chose être présente et y être présent. Je suis enseignant et quand j'enseigne et que je perçois qu'un étudiant ne comprend pas ou perçoit que ça le dépasse, comme si j'ai pas réussi à l'amener vers une compréhension. Quand je me sens pas compris par quelqu'un, je me sens comme out. De pas être compris. C'est ça. Donc c'est l'enjeu, l'effort continuel de mettre l'énergie à être compris. Commencer à l'intérieur de ne pas être compris. Comme si tout bloque. Comment c'est ce blocage à l'intérieur? Physique, là, comme si tout... C'est comme si ça referme. Comme quoi? Un peu comme une huître qui se referme. Comme une nuit qui se referme. OK. J'ai mon jouet. On vient de passer d'une situation extrêmement vague et compliquée, très importante, mais qui n'était pas jouable. L'huître, c'est un jouet jouable. Alors le mental dit, mais ça n'a strictement aucun rapport avec la situation, l'élève. Aucune importance. On va jouer avec l'huître, parce que c'est l'huître qui est le jouet avec lequel on va pouvoir jouer. Et en jouant avec l'huître, il va se passer d'autres choses. Donc ça va remettre en route un tas de processus en nous, alors qu'en fait, on était complètement paralysés par l'événement. Jouer avec l'huître, on peut. Et la paralysie va disparaître d'elle-même, puisqu'on joue avec l'huître. Et le reste, on laisse faire. Ça va se faire tout seul. Alors, devant un problème extrêmement important, il est vrai que ça semble tout à fait idiot de délaisser ce problème important pour commencer à jouer avec une huître. Mais c'est pourtant la voie qui va nous permettre que des choses changent
à l'insu de notre bonne volonté. Est-ce que l'huître représente exactement ce qui se passe physiologiquement, anatomiquement? J'en sais strictement rien. Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'en jouant avec cette huître, on remet en route un tas de processus globaux et complexes. Mais de quelle façon on joue avec l'huître? Alors l'huître, mettons, que ce soit la vôtre, qu'est-ce que tu voulais faire avec? Ah, la pitcher des murs. D'accord. Faites-le. Elle est déjà rendue. Très bien. Voilà, vous avez votre réponse. C'est ça qu'on va faire. Et je vais vous redemander dans 3 secondes et demie qu'est-ce que tu voulais faire avec l'huître. Et vous allez me dire tout à fait autre chose que la lancer dans le mur. Et je vais vous demander aussi de le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de scénario préétabli. Tout dépend de ce qu'on veut se débarrasser. Par exemple, tout à fait. Il n'y a pas de correspondance absolue. Le principal, c'est le jouer. On rentre dans le terrain de jeu et on ramène d'autres Lego. Et on joue avec ce qui est là. C'est abstrait quand même. C'est abstrait? Je trouve ça... Qu'est-ce qui est abstrait? L'huître, c'est pas abstrait? Non, non, pas l'huître, mais le fait de... Le fait de la pitcher, c'est pas abstrait, je le vois. Mais c'est pas son objet à elle. Pourquoi faire l'exercice avec son objet? C'est en écho avec elle, par exemple. J'ai pris son jouet qui est dans son carré de sable et je lui ai mis dans son carré de sable et elle en a fait ce qu'elle voulait. Parce que Guy aurait fait autre chose. Moi, l'huître me dit rien. Qu'est-ce que vous preniez au fait? Qu'est-ce que j'aimerais prendre? Un chat. Voilà, un chat. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le chat? Le caresser, lui parler. Ouais. Et mettons le caresser, ok? Et vous le faites. Nous avons à le faire, pas seulement y penser de le faire, nous le faisons. Tout ça n'a d'importance que par ce qu'il permet. C'est ça l'écho. On peut faire cet exercice-là n'importe quand dans la journée, quand on a un moment. Alors, il y a des bonnes nouvelles. Il n'y a pas d'overdose. Il n'y a pas de complications. Il n'y a pas d'effet secondaire. Merci beaucoup. Hein? Et l'astuce que je répondrais, c'est quand vous y pensez, faites-le. C'est un truc de travail. L'important, c'est ce qui va se passer en dessous de toute façon. C'est un outil qu'on utilise quand ça donne. Et quelquefois, ça donne quand on est mal pris. Puis on laisse aller les choses. Vous en avez un? Alors, quand je vous demande ça, vous dites ce que vous voulez. Vous sortez seulement quelques éléments. Hein, je n'ai pas la peine de tout savoir. Mais simplement ce qui est disable. Hein? Bon, par exemple, moi, j'ai beaucoup de tristesse face à la douleur que je ressens quotidiennement. La tristesse, c'est comment? Oui, à l'intérieur? Ça pleure, il y a de l'eau, il y a du noir. De l'eau et du noir? Ouais. D'accord. D'accord. C'est déjà assez concret, l'eau et le noir? Hein? C'est déjà assez concret. En quoi vous voulez le changer, l'un ou l'autre? Un soleil sur le bord de la mer, avec du sable. Oui, d'accord. La chaleur. D'accord. Faites-le. D'accord. Et là, je fais quoi quand je suis rendue là? Quand vous êtes rendu où? Je le vois là dans ma tête, mon soleil, mon bord de mer, mon sable. Si vous me demandez qu'est-ce que vous faites, c'est parce que vous voulez faire autre chose? Je ne sais pas trop me diriger dans ma tête. Je voulais seulement être témoin de cette question. Elle est tout à fait valable. Mais on ne peut pas la résoudre, cette question. Donc c'est clair qu'au niveau extérieur, on répond aux questions. Au niveau intérieur, on n'a pas forcément à répondre à des questions. Et souvent, les questions qu'on se pose, qui sont les plus importantes, sont les questions où il n'y a pas de réponse. Donc on est présent à ça. Et ça fait fonctionner quelque chose. Et pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en train de faire tout ça, il y a un tas de choses qui se passent en vous. J'ai fait écho, ça fait peut-être 2 ans. Et puis là, depuis 6 mois, ben, comme je vous ai dit au début, j'étais comme dans un impasse. Puis écho est comme dans un impasse aussi. Je commence avec la fatigue, frustration, il y a un submergement. Et ça devient tellement insupportable que je suis obligée de sortir de là. C'est à quoi ça ressemble, cet événement-là, cette intolérabilité-là, cette impasse-là? Cette impasse-là vient au suicide. Et là, ben, c'est... En notant à la limite que c'est supportable. Comment c'est cette impasse à l'intérieur? C'est le goût de vivre qui est plus là, en fait. Oui. Comment c'est à l'intérieur, cette absence de goût de vivre? C'est mort. C'est mort comment? Comment c'est à l'intérieur, mort?
C'est noir. C'est noir. Dans quoi vous voulez changer ce noir que vous voyez? En autant que vous le voyez ou en tant que vous le sentiez, dans quoi vous voulez changer ce noir? Je bloque là. Je bloque au suicide. Comment c'est ce bloc à l'intérieur? Cette lumière qui est là. D'accord. Je voudrais changer à ça. Faites-le. Ouais. Ça respire mieux. Vous aviez ce noir et je vous ai demandé dans quoi vous voulez changer et vous m'avez répondu je veux aller mieux ou quelque chose du genre. Et moi, ça me dit rien, ça. C'est le noir qui m'intéresse. Bien sûr qu'on sait qu'on veut aller mieux. Donc ça, c'est clair, ça. Mais on peut rien y faire à ça. C'est-à-dire que changer le noir en d'autres choses, on peut y faire quelque chose. C'est pour ça que je suis revenu sur le noir. Comment vous voulez changer le noir? Alors vous comprenez bien que tout ça, ça n'est pas fait pour agir directement sur la maladie. C'est fait pour agir sur le mal-être, pour le transformer en bien-être, pour accentuer les processus de guérison, de changement qui, eux, vont agir sur la maladie. Est-ce qu'on peut reprendre avec toi? Veux-tu... Ouais, oui. Disons que j'aimerais retourner 5 ans en arrière et être encore ce que j'étais aujourd'hui. Comment c'est être 5 ans en arrière maintenant? Heureuse. À l'intérieur. Heureux, c'est comment à l'intérieur? Libre. Libre, c'est comment à l'intérieur? Être bien. Est-ce que vous le sentez? Être bien? Oui. Pas du tout. D'accord. Ok. Comment c'est en vous maintenant? Ça ressemble à quoi? Ça provoque un trou. Un trou comment? Un trou qui... C'est comme si le temps avait été arrêté. D'accord. Un trou comment? Un trou sans fond. Un trou sans fond. D'accord. Vous le voyez, vous le sentez? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Le remplir. Faites-le. Ça se remplit pas comme ça. Le trou est toujours là? Oui. Comment vous voulez changer le trou? Le trou, vous pouvez être présente sans vouloir le changer, là, actuellement? Ce qui est correct aussi, d'ailleurs. Je peux pas changer. Vous pouvez pas changer le trou? Non. Si. Ah si, le trou, vous pouvez le changer. Le trou que vous sentez, vous pouvez le changer si vous voulez le changer. Ben, peut-être, mais pas maintenant. Si. Ah oui? Bah oui. Je peux pas changer quelque chose que j'ai pas accepté. La question n'est pas d'accepter. Vous avez parfaitement raison. Et ce que je dirais, pour rester dans notre travail, il y a bien mieux que d'accepter. Le mieux, c'est de jouer. Parce que c'est la façon de ne pas être pris dans ce qui nous submerge. Et d'utiliser au maximum tout ce qu'on peut avoir de vivant en nous. C'est pour ça qu'on joue. C'est ça le truc. Ce que je voudrais dire pour conclure cette émission, c'est qu'au fond, ce que moi j'en apprends, c'est que... Enfin, j'utiliserai un petit peu l'image de Jean-Charles, que Jean-Charles utilise à l'occasion de... Même quand on est bien, on n'est pas tout à fait bien, puis même quand on est malade, on n'est pas complètement malade. Et que dans ce sens-là, si on reste averti de nos processus, quand ça se resserre en soi, quand il y a du noir en soi et tout ça, si on accepte de jouer avec nos objets intérieurs, qu'on soit en santé ou qu'on soit malade, ce jeu-là, il est toujours possible. Et que cette transformation intérieure d'un noir en un cercle blanc, où tout à coup, il y a une possibilité, ou d'un sein malade en un beau ciel bleu, que ces possibilités-là sont des choses qui agissent intérieurement, qui nous permettent de retrouver l'enfant créateur. Et l'enfant créateur, bien sûr, c'est l'enfant créateur de sa propre vie. Et c'est peut-être à ça que la maladie nous invite, à redécouvrir cet enfant, toujours capable de nous recréer intérieurement, peu importe ce que nous, on en pense. Et que nos mécanismes de guérison sont toujours à l'œuvre pour nous soutenir. Merci tout le monde.
Merci. Pour conclure, je voudrais reprendre une autre image que Jean-Charles Combé utilise par rapport au mécanisme de guérison. Vous courez après un autobus en vous essoufflant, et soudainement, vous décidez d'aller à votre rythme. Dans l'essoufflement, vous épuisez vos ressources. Lorsque vous allez à votre rythme, vous stimulez vos mécanismes de guérison. Ainsi donc, à chaque fois que vous êtes présent vous-même, vous êtes du côté de la guérison. Lorsque vous cessez de vous respecter, la maladie l'emporte.